Allô, allô, mes petites licornes volantes, comment allez-vous? Ben voyons, licorne volante. On s'améliore à chaque épisode, toujours de pire en pire, ou de mieux en mieux, je sais Regarde, pas. on fait avec ce qu'on a, hein? Bienvenue à ce tout nouvel épisode de Petites Obsessions, où le podcast où deux curieux Québécois qui s'apprennent mutuellement des trucs intéressants sur toutes sortes de sujets vous parlent, comme le veut la description de Wood Lantern sur Reddit, un de nos fidèles auditeurs. Donc, Apparemment, donc bonjour à toi, ouais. cher auditeur. on connaît pas ton vrai nom, mais on te salue et on te Ouais. remercie de nous suivre. On te dédie cet épisode. Ça serait weird si on sait comme on sait où t'habites, on sait ton nom, on sait tout sur toi. Hey, on est curieux à ce point-là. Oui, mais on est curieux sur d'autres sujets aujourd'hui quand même. Là, hein? Ouais. De quoi on va parler justement, Will? Ben moi, je vais parler de recherches insolites. Je suis vraiment excité par cet épisode-là parce que c'est comme des recherches qui sont super weird, mais qui finalement sont vraiment bonnes pour l'humanité, de façon Ok. générale. Ah, j'ai hâte d'entendre ça. Puis toi, de ton côté? Moi, je vais parler d'inventions qui ont été en fait le fruit du hasard. Fait qu'on est un peu à l'inverse. Moi, des gens qui font volontairement des recherches weird, toi, des gens qui font des recherches potentiellement intelligentes qui donnent quelque chose de Ah, weird. c'est pas tout le temps très intelligent, là. Ok, ben Il y en a, mais pas tout le temps. J'ai vraiment hâte à cet épisode-là, pour vrai. Mhm. Mais pour ça, il faut lancer le générique. Ré. Mais ça a été long, C'est là, parti. mais on l'a. Hélène. Oui, c'est si- mon nom. Ben, normalement, oui. Je me suis dit que ça n'a pas changé encore. Si je te parle des prix Nobel, j'imagine tu sais de quoi je parle. Oui, je pense que c'est les prix qui récompensent les grandes découvertes de ce monde, les gens qui ont, c'est ça, changé le monde là, Oui. à leur façon. C'est un des prix les plus connus au monde, Mhm. remis à chaque année depuis 1901 dans différents domaines. Ouais. Comme tu dis, pour récompenser les personnes Si ayant... je me trompe pas, ça vient comme de Norvège ou de Suède. Ça vient d'Alfred Nobel. Oui, mais il me donc, semble qu'il était scandinave. Oui, quelque chose comme ça. Ce prix-là, il a été créé grâce à la Fondation Nobel, fondée de façon posthume Ok. par Alfred Nobel lui-même. Et non postpartum. Non, posthume, parce qu'il était devenu foutrement riche en inventant la dynamite. Là, je pense que c'est la chose qu'on Ok, sait je un savais peu. pas que. Non? Mais c'est ça, je me demandais, lui, qu'est-ce qu'il avait fait à part donner son nom à un Ouais, prix, ben souvent les gens disent « Ah, c'est un peu ironique que genre quelque chose de destructeur, après ça, il donne des prix Nobel de la paix, etc. » Mais justement, il voulait que son argent serve à quelque chose de bénéfique pour l'humanité. Ah, c'est un Donc, bon monsieur, finalement. C'était dans son testament qu'il a demandé que son argent serve à récompenser 5 personnes par année pour leur rapport quant à la paix, la littérature, la chimie, la médecine et la physique. Ok. Mais bon, on serait pas un excellent podcast sur la culture générale si je m'attardais aujourd'hui simplement à ce prix ultra connu du grand public. Hein. Effectivement. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un autre prix, disons, adjacent, nommé les Ok. prix Ig Nobel. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ben, tu m'en as parlé un petit peu Oui. là, en prémisse de cet épisode-là, mais je me demande surtout de où vient le préfixe ig. Oui, ben en fait, s'il y en a d'entre vous à la maison qui ont dit « Il me semble que ça ressemble au mot ignoble », Ouais. c'est volontaire, c'était le calembour du jour. Ah! Fait que c'est vraiment juste pour dire la version ignoble des Nobel, donc la version, disons, parodique Ok. des prix Nobel. Les Attends, prix citron, genre de prix Nobel? genre, mais dans le fond, votre premier réflexe serait peut-être de croire que c'est des prix super désagréables que les gens veulent pas gagner. Ouais, genre Des- des Darwin Awards. Là. Ouais, c'est ça. Oui et non. Les Ig Nobel récompensent à chaque année 10 recherches scientifiques qui paraissent loufoques ou anodines au premier regard, mais qui amènent ensuite à réfléchir. Du moins, c'est comme ça que le fondateur du projet, Mark Abrams, en parle lorsqu'il parle de ces prix. Ok. Pour lui, l'objectif, c'est de rendre hommage à l'originalité et d'honorer l'imagination, puis aussi d'attiser l'intérêt des gens pour la science, la médecine et la technologie. Dans le fond, ça serait notre BFF, là, tu sais, Ok. si on rencontrait Mark. Sauf que c'est bien beau là, vouloir comme favoriser la créativité et tout, là, mais ça amène à la destruction de l'humanité. Non, ben c'est ça. C'est que des fois, c'est vraiment des trucs comme ça, que c'est vraiment Mhm. super créatif, puis on va y arriver. Mais des fois, c'est aussi des prix remis de façon absolument ironique. Ok. Du coup, il y a certaines personnes qui acceptent volontiers d'aller chercher leur prix. Mhm. D'autres refusent complètement d'être présents à la cérémonie, puis ils ont absolument raison de ne pas être là parce que c'est pas C'est toujours comme une un humiliation pour eux. Un peu. Tu vas voir. Ok. On va J'ai parler hâte un que peu tu me montres des exemples. Oui, une chose à la fois. Là, je sais que les gens sont comme, mais là, William, Patience, patience, ça quand fait juste est-ce 5 que tu minutes. vas en parler? Ma raide de char va finir, puis j'aurai aucune idée de quoi tu parles. Avant, parlons un peu de l'histoire très, très, très rapidement.
C'est remis depuis 1991, donc OK, 90 c'est quand ans même récent. après les Nobel. Puis c'est remis à chaque année lors d'une cérémonie au MIT. Donc, OK. ça reste, tu sais, c'est quand C'est même pas très, rien, là. c'est très scientifique officiel, mais là, ça reste toujours une parodie un peu, fait qu'il y a quand même des petits éléments. Sont remis par des récipiendaires du prix Nobel. Ah, c'est bon, ça. Ah, mais je les comprends, là, ceux qui veulent pas y aller parce qu'ils ont peur de se faire humilier. Ben, comme je te dis, la plupart de la communauté scientifique est contente d'y aller. Mhm. On verra plus tard pour le reste. Puis tu vas me dire, ben, qu'est-ce qu'ils gagnent comme prix, hein, ces gens-là? Faire un petit trophée du KG+. Non, ils gagnent un billet de 100 billions de dollars zimbabwéens. Tu sais, cette monnaie discontinuée parce qu'il y a eu une hyperinflation de malades dans le pays il y a comme une quinzaine d'années. Ça équivaut à peu près à 50 cents canadiens en passant. Ben, Donc, il aurait pu juste prendre des billets Monopoly, là. Pour vrai, je pense que ça a plus Mais- de valeur. c'est une certaine valeur dans le sens que c'est rendu rare vu que c'est discontinué, puis ça devient un peu une sorte d'objet de collection pour ces gens-là Ouais. parce que c'est plus en circulation, mais c'est vraiment plus pour rire, puis c'est pour vraiment souligner, donner quelque Ouais. chose. Mais là, je m'étale, vous voulez savoir des exemples? Oui. Bien, allons-y de ce pas avec des exemples concrets de prix Ig Nobel. Même, je vais commencer par un que je considère le plus représentatif de What the fuck au début, puis finalement, c'est brillant. OK. Il s'agit donc du prix de chimie qui a été remis en 2011 à des chercheurs de l'université de Shiga au Japon pour leurs travaux sur la densité idéale de wasabi nécessaire pour réveiller un être humain en cas d'incendie. Tu l'as dit, what the fuck? Oui, mais en fait, leur objectif, c'était de réaliser un détecteur de fumée à base de wasabi pour les personnes atteintes de surdité. Du coup, Ok. ces personnes-là, ils peuvent pas entendre les alarmes. Ouais. Donc, ils ont testé différents trucs avec des odeurs assez fortes qui pourraient réveiller ou alerter quelqu'un, dans le fond, que ça se met à sortir cette odeur-là lorsque une alarme d'incendie se déclenche. Ils ont testé plusieurs odeurs comme des œufs pourris, mais ils ont choisi le wasabi au final parce que c'est un fort irritant au niveau du nez. Donc, Ouais. ça t'irrite puis ça peut même te réveiller. Ok. Donc, la recherche, c'était comme « What the fuck is this? » Mais au final, c'est vraiment utile puis ça peut sauver des vies. Ouais, ben ils n'ont pas pensé à ceux qui ont la COVID longue, par contre, là, mais... Ben là, c'est parce que si t'es sourd et la COVID longue, là, mané, on peut pas C'est une t'aider. blague. Mais ça, donc, une recherche très weird qui mène à des résultats positifs pour ouais. des gens et utiles. Donc, c'est ça qui définit un peu les Ig Nobel. Comme je te dis, c'est de la créativité dans la recherche et Je une utilité comprends. pour certaines personnes. Think outside of the box. Exactement, c'est vraiment le motto. Ensuite, il y a eu des chercheurs de Belgique, du Pays-Bas, de l'Allemagne, du Canada et des États-Unis qui ont quant à eux gagné le prix de psychologie en 2016 pour avoir demandé à 1000 menteurs à quelle fréquence ils mentaient. Mais là, vu qu'ils mentent... Mais c'est ça, en fait, ils ont décidé ensuite, suite à ces rencontres-là, d'évaluer s'ils croyaient ou non aux réponses. Et donc, Ok. c'est des personnes qui étaient reconnues pour mentir. Puis là, c'est voir est-ce qu'ils mentent en ce moment, est-ce qu'ils continuent. Puis avec une analyse du cerveau pendant ce temps-là. OK. Le groupe contenait des personnes âgées de 6 à 77 ans. Oh, ça doit être beau, un mensonge de 6 ans versus un mensonge de 77 ans, là. Ben, c'est ça qui est super intéressant de la recherche, c'est que ça a été consistant avec le pattern en U inversé qu'on retrouve au niveau des changements du contrôle inhibiteur selon l'âge. OK. Je m'explique. Peux-tu, ouais, Du coup, on a constaté que la compétence à mentir s'améliore pendant l'enfance. Donc, Ouais. plus tu vieillis, plus t'es capable de mentir puis Ouais. de pas te faire prendre. Là. Mais très peu au niveau du temps de réponse. Donc, un enfant va mentir de mieux en mieux, mais il va toujours avoir un petit délai de « je Faut vais que je figer, il trouve, faut que je ouais. trouve Ok. mon mensonge ». Après ça, c'est les jeunes adultes qui excellent au niveau de la précision, au niveau du mensonge et en temps de réponse. Donc, ça va être les plus rapides pour réussir à répondre. Puis après, les deux vont diminuer en vieillissant. Donc, OK, c'est pour ça que tu dis que ça fait comme une cloche, dans le fond. exactement, Ok, le je U comprends. inversé, une sorte de cloche. Donc, au niveau de la fréquence de mensonge, ça augmente pendant l'enfance, pique à l'adolescence et diminue pendant l'âge adulte. OK. Fait que c'est quand même des recherches qui ont un impact tant au niveau théorique que pratique par rapport à la tromperie au niveau cognitif. Mhm. Donc, études super weird, mais utiles au niveau psychologie. Mais en même temps, je pense que je m'en doutais là, que c'était pas mal à l'adolescence qu'on ment le plus. Là. Oui, mais c'est pas prouvé scientifiquement, Non, ou des trucs effectivement. comme ça. Tu sais, c'est vraiment... Ben là, maintenant, ça l'est. Ben oui, mais ça l'était pas avant ça. En 2014, des chercheurs tchèques, allemands et zambiens ont remporté le prix de biologie pour avoir collecté des données montrant que les chiens préfèrent aligner leur corps le long de l'axe du champ magnétique terrestre nord-sud lorsqu'ils défèquent et urinent. Je sais pas quoi faire de cette information. Une chose ultra spécifique et comment qu'ils ont remarqué ça, I don't know. Mais au final, le test Mais a il faut été qu'il fait... soit aligné avec la mec, là, ou... Non, mais en fait,
Le test a été fait sur une période de 2 ans sur un groupe de 70 chiens de 37 races différentes. Les raisons pour lesquelles il y aurait cette préférence demeurent inconnues encore à ce jour. Rien ne permet de savoir si c'est justement intentionnel de leur part ou c'est juste subconscient, mais ça fait office de preuve supplémentaire montrant qu'il y a de nombreux animaux qui sont capables d'ajuster leur comportement par rapport aux champs magnétiques terrestres, un peu comme les oiseaux qui s'alignent avec les champs magnétiques, qu'on sait de plus en plus avec l'histoire. Fait que c'est quand même un big deal, même si c'est super random comme façon de faire. Mais ça a du sens quand même parce que je pense que les chiens, ils ont une meilleure comme Sens de intelligence l'orientation. spatio-temporelle, ouais, puis sens de l'orientation. Tu sais, c'est con, là, mais dans Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre, ils défixent, ils retrouvent le chemin de la Tu sortie. sais que c'est de la fiction, hein? Oui, je sais, mais je suis sûre que les chiens sont meilleurs que Oui, nous. mais... Puis quand je dis nous, que toi, pour se retrouver. Mais c'est ça, Idéfix, c'est pas une preuve scientifique versus cette recherche-là, qui l'est un petit peu plus. Ensuite, des chercheurs allemands ont gagné le prix de médecine de 2016 pour avoir découvert qu'il est possible de faire passer une démangeaison sur le côté gauche du corps en se regardant dans le miroir et en grattant le côté droit et vice-versa. Donc, si ça te pique du côté gauche, tu te grattes à droite en regardant dans le miroir, ça va faire diminuer ta démangeaison du côté gauche. C'est fucké le corps humain, là, quand même, là. Oui, ben en fait, on sait pas exactement pourquoi. C'est un peu un tour que tu joues à ton cerveau, là, on s'entend. Ouais, mais c'est parce comme que... t'es pas capable de te chatouiller parce que t'es conscient que tu te Ouais, chatouilles. mais là, c'est que ton œil voit comme si tu grattais bel et bien ton côté gauche, mais c'est le droit, en fait, parce que si tu te Ah, à regardes... cause du reflet, oui. Ouais, à cause du reflet. Fait que c'est vraiment le miroir qui est important, là. C'est pas de te gratter tout seul dans une pièce noire, là. Fait que ça jouerait un tour au niveau des signaux visuels, tactiles et de proprioception. OK. Là où la recherche devient intéressante, c'est que cette découverte pourrait aider des personnes ayant des maladies de peau qui, justement, faut pas qu'ils se grattent sur leur maladie de peau, ouais. parce que ça pourrait empirer le problème. Fait que s'ils se grattent de l'autre côté, ça pourrait diminuer leur démangeaison sans vraiment empirer leur situation. Ouf. Si t'es un enfant qui a la varicelle, faut que t'aies la varicelle juste d'un côté du corps. Oui, non, ben là, c'est pas utile toujours à tout le monde, comme le wasabi, mais on s'entend, ça l'aide quand même à la compréhension humaine et un peu du cerveau, se donner certains trucs de temps en temps. Sinon, Hélène, tu connais l'impression de déjà vu, Ben oui. mais connais-tu l'impression de jamais vu? Excusez, là, le petit moment de Ça t'a fucké, d'interruption, hein? là, j'essaye de, comme, m'imaginer un moment de jamais vu, mais je suis comme... C'est juste la nouveauté. Mais je Non. comprends que c'est intéressant, là, par contre, là, comme... En fait, le jamais vu, c'est quelque chose que tu as vu souvent, mais tu arrives tout d'un coup puis tu reconnais pas. Donc, ne pas reconnaître des personnes, des lieux ou des mots. OK, je pensais que t'allais dire, genre, tu passes devant, mettons, sur ta rue, tu passes devant tous les jours le même Ouais. restaurant, mais tu l'as jamais remarqué, puis à un moment donné, tu le remarques. Non, mais Mais c'est pas ça, nécessairement, là, c'est Ben- vraiment comme... Ben, je vais te donner vraiment des exemples, là, tu vas comprendre, mais plus au niveau des mots, parce que c'est là-dessus que c'est concentré un peu plus l'étude de Chris Moulin et Al, qui leur ont valu le prix de littérature de 2023, donc assez récemment. OK. Leur prix a été remis alors qu'ils ont effectué des tests dans lesquels ils ont réussi à faire créer des effets de jamais vus chez les Ok. gens en leur faisant répéter un mot très, 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 très souvent. OK. Près du 2 tiers des personnes testées ont démontré une sensation étrange après soit 30 répétitions ou 60 secondes à répéter un même mot. Tu sais, quand tu dis un mot plusieurs fois, puis on dirait qu'il perd tout son sens. Ouais, OK, ouais. C'est comme, voyons, il me semble, il est weird ce mot-là, je comprends pas. Ah, Bowl. Ça, c'est pour les fans de How I Met Your Mother. OK, bon, ben ça se peut. Fait que, dans le fond, on appelle ça une satiation sémantique. C'est-à-dire que dans le fond, ton cerveau vient trop fatigué pour reconnaître le mot. OK, ouais, Donc- il a atteint sa satiété Exact. cérébrale. Ah, Fait que, intéressant. dans ces moments-là, mais ça, 2 tiers des personnes qui auraient fait ce test-là, ça les aurait touchés. L'objectif initialement de la recherche, c'était de voir s'ils pouvaient trouver un lien entre les déjà vus et les jamais vus, parce Mhm. que, ben, est-ce que c'est les mêmes personnes qui vivent les deux? Ils n'ont pas trouvé de corrélation directe, mais en même temps, ça fait quand même avancer la recherche qui est assez récente sur le jamais vu. Puis je trouve ça super fascinant que ce Vraiment. phénomène-là existe. Sinon, parfois aussi, c'est pas nécessairement le prix qui fait le plus réfléchir ou celui qui a le plus fait avancer la science qui est récompensé. On se rappelle que la créativité est très importante. Hein. Ouais. Fait qu'on peut remercier Solimarie Garcia Hernandez et Glauco Machado, les gagnants du prix de biologie de 2022, pour avoir étudié comment la constipation affectait les perspectives d'accouplement des scorpions. Et boy, c'est très spécifique, ça, là. Donc, bravo pour votre recherche ultra spécifique, effectivement, qui, j'imagine, vous aide à comprendre les arachnides, mais on se questionne quand même sur le focus group qui a mené à... Ce qu'on devrait étudier, c'est vraiment... Comment tu constipes ça, des scorpions? De un, y a-tu quelqu'un qui dit... Il me semble que quand ils sont plus... Ça fait longtemps qu'ils ont chié, ça coupe moins. Tu sais, je sais pas...
Sinon, toujours dans le très absurde, on peut aussi parler de Pavlo Blavatsky, il y a beaucoup de noms complexes aujourd'hui, Oui. qui a gagné le prix d'économie en 2021 pour avoir découvert que l'obésité des politiciens d'un pays peut être un bon indicateur de la corruption de ce pays-là. Ok, je vais m'abstenir de commentaires. La corrélation trouvée était que les dirigeants de pays très corrompus étaient Voix plus gros que leur pense. ben, presque, étaient souvent invités au restaurant par les gens qui aimeraient les corrompre. Oh my god! À vous, hein? Mais c'est tellement con pis tellement logique en même temps. Ouais, fait que ça résultait qu'ils étaient généralement plus gros que leur population. L'étude a été effectuée à l'aide de statistiques de perception de corruption dans différents pays, des statistiques d'obésité et des photos des différents politiciens. On souligne l'ingéniosité de Pavlo qui fait le genre de recherche que je ferais si j'avais pas d'emploi. Mais bravo. J'aime tout. Mais là, je vous entends encore à nouveau, chers auditeurs, qui veulent désormais entendre parler des prix ironiques. Là. Ben, on est arrivé. Vraiment... Ah, parce que tout avant, c'était pas ironique. Ben non, c'était des gens qui ont fait avancer la science Oui, de façon bizarre. Ouais. Donc, laissez-moi vous parler du premier prix que je ne serais pas fier d'avoir reçu à leur place, c'est-à-dire la compagnie Pepsi-Cola des Philippines qui a gagné le prix Ig Nobel de la paix en 1993. Quoi? Tu vas me dire, comment est-ce que Pepsi a gagné le prix Ils Nobel ont de la finalement paix? donné l'avion qu'ils devaient, là. C'est très semblable à l'histoire de l'avion. Dans le fond, la raison pourquoi ils ont gagné le prix, c'est pour avoir sponsorisé un concours dans lequel quelqu'un devait finir millionnaire et finalement, ils ont annoncé un faux numéro gagnant. C'est pas très bien, ça, Pepsi. C'est pas très bien. Ceci a ensuite mené à 800 000 personnes qui avaient participé au concours Ouais. à se rassembler pour faire une manifestation. OK. L'affaire, c'est qu'il y avait différentes personnes de factions armées des Philippines qui étaient précédemment en guerre, qui se sont mis ensemble pour la première fois de l'histoire du pays. Donc, prix Nobel de la paix à Pepsi. Pour avoir fraudé les gens. Oui, rien de tel que la haine envers une compagnie capitaliste pour unir C'est une pas population. Pepsi en plus qu'il y a une armée. C'est-tu ça, l'armée de Pepsi? C'est Non, les c'était une autre Philippines? fois. Non, c'était la fois qu'il avait acheté des bateaux. Il avait vendu des bateaux, en tout cas. OK. On va voir notre TikTok. Toujours dans la même catégorie ironique, le prix de la littérature a été remis en 2005 aux arnaqueurs nigériens pour leur inventivité dans la création de personnages fictifs destinés à extorquer de l'argent. Pauvres nos petites mamies puis nos petits papis, là. Oui. Dans la catégorie Wait a minute, le prix Ig Nobel d'économie de 2015 a été remis à la police de Bangkok en Thaïlande pour avoir offert de l'argent aux agents de police qui refusaient les pots de vin. Mais c'est... Oui, je sais. C'est exact... Quoi? Ils ont eu quel prix Nobel? Économie. Hey, mon cerveau vient d'imploser, là. Sinon, dans la catégorie Une chance qu'ils sont tous cons, on retrouve le prix du management de 2020 qui a été remis à 5 tueurs à gages professionnels qui ont chacun délégué la tâche au suivant. Les 5 entre eux? Oui, c'est qu'il y en a un qui l'a donné à un autre, qui l'a donné à un autre, qui l'a donné à un autre, puis finalement, l'assassinat n'a pas été réalisé parce que le dernier était encore plus paresseux que les 4 autres d'avant. Oh mon Dieu. Oui. Ça aurait été drôle que le 5e le donne juste au premier, puis ce soit juste un cercle vicieux sans fin. Mais en même temps, prix de management, ça représente bien ce qui arrive dans le management de bien des grandes compagnies, des affaires qui ne se réalisent pas au final. Et donc, voilà pour les gros prix. J'aimerais quand même en faire quelques autres en rafale que j'aimais beaucoup, mais qui peut-être étaient un peu moins élaborés. Mm-hmm. On va juste rire rapidement. En 1996, le prix de la santé publique a été remis à Ellen Kleins du Groenland et Harald Moy de Norvège pour leur étude sur la transmission de la gonorrhée par les poupées gonflables. Ça m'écoeure. Il y a des statistiques. You do you, là, vous faites ce que vous voulez dans votre chambre à coucher, mais ça m'écoeure que des poupées puissent transmettre la gonorrhée. Ça veut dire que la poupée est partagée. Là. Fait, en tout cas, en 99, le docteur Arvid Vattel de Norvège a gagné le prix Ig Nobel de la médecine pour avoir collecté, classé et examiné les types de récipients choisis par ses patients pour remettre des échantillons d'urine. Attends, parce qu'il y a plus que juste le petit pot, là? Ouais, mais justement, il y avait... Peut-être que c'est grâce à lui qu'il y a juste le petit pot, parce qu'avant, il y avait d'autres trucs qui allaient pas bien. Non, avant, c'était free for all. Il y avait différentes techniques, il a étudié quelle qui était préférée, puis maintenant, on a le petit pot. Quel qui était préféré? En 2006, le prix d'économie a... Oui, c'est bon celle-là. Été remis à Jeffrey Miller, Joshua Tiber et Brent Jordan de l'Université de New Mexico pour avoir découvert que le cycle d'ovulation d'une danseuse de lap dance pouvait avoir un effet sur les montants de ses pourboires qu'elle recevait. Ben,
Je veux dire, on en a parlé Oui. dans l'épisode précédent sur C'est les cycles fascinant. hormonaux. Veux pas, quand les femmes Ouais. arrivent proches de l'ovulation, elles ont plus d'énergie, elles ont une énergie un petit peu plus sexuelle aussi. Mais c'est fascinant que ça a un effet Fait que... à ce point-là. Ouais, ça m'étonne pas. Sinon, en 2009, on a remis le prix de la médecine vétérinaire à Catherine Douglas et Peter Rawlinson de l'Université de Newcastle pour avoir démontré que les vaches à qui on a donné un prénom produisent plus de lait que les autres. J'ai tellement de questions. C'est quoi le meilleur nom de vache qu'il faut donner? Je sais pas. Y a-tu un nom qui donne Madeleine, je sais du pas. lait Dans ma- vraiment de meilleure qualité? Carmen Campagne, peut-être. Ah, peut-être. En 2007, Mayu Yamamoto de l'International Medical Center of Japan a quant à lui gagné le prix de chimie pour avoir développé une méthode d'extraction de la vanilline servant à créer les arômes et parfums de vanille à partir de bouse de vache. On va passer rapidement au prochain parce que ça m'écoeure. En 2007, le prix de la littérature a été remis à Glenda Brown de Blaxland pour son étude sur le mot « the », en anglais « T-H-E », Ouais. et sur les nombreux problèmes qu'il pose pour le classement alphabétique. Ah, comment ça? Ben, le mot, mettons, t'as un livre, là, The Alchemist, tu le classes-tu dans les T ou dans les Ah, A? sainte. Prix de la littérature 2007. En 2008, Dan Hurley de l'Université Duke a quant à lui démontré qu'un placebo au tarif très élevé, donc le plus cher, Mhm. est plus efficace qu'un placebo au prix peu élevé. Mais ça reste un placebo? Oui, mais ça a plus d'effet sur le cerveau parce que s'il vaut cher, les gens ont l'impression que ça a une meilleure qualité. Donc, ça lui a valu le prix de médecine. Et puis finalement, félicitations à Franz de Waal et Jennifer Pokorny pour être repartis avec le prix d'anatomie de 2012 pour avoir découvert que les chimpanzés peuvent identifier d'autres chimpanzés individuellement en voyant l'image de leur postérieur. Hey, reconnaître quelqu'un par son derrière quand même. Good job les chimpanzés, faut le faire. Donc voilà, est-ce qu'il y en a un que tu as trouvé plus fascinant, plus Ben, intéressant que Je l'autre? pense qu'il y en a beaucoup que j'ai réagi, là. Il y a comme plein de choses dans ma tête. L'affaire de la police puis des pots de vin, ça me fait quand même vraiment rire. C'est très Puis drôle. Genre, c'est un loophole, la gang, là. Ouais. Mais non, super intéressant. C'est plein de choses que je savais pas. Le Pepsi qui a un prix de la paix. Puis je trouve ça magnifique. Je sais pas si je ressors grandi de tout ça. C'est rempli de fun Clairement, facts, ça c'est c'est ça. certain. Exactement. Rempli de fun facts. Puis parlant de fun facts, ben Mhm. justement, dans l'épisode 44, Will, on avait parlé d'effets papillons, de coïncidence. Oui. Mais la vérité, c'est que je sentais que j'avais pas fait le tour de la question. Oh. En fait, j'ai surtout parlé de concours de circonstances en lien avec des événements, le plus souvent, malheureusement, des tragédies Ouais. qui se sont produits au cours de l'histoire. On pense entre autres au Titanic. Puis récemment, ben, je suis tombée sur des articles puis des vidéos YouTube qui parlaient de ces inventions qui avaient été créées un peu par hasard, par accident ou même par erreur. Mhm. Puis c'est de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un pot pourri d'inventions en fun fact, en fait. Donc, prenez ceci comme une partie 2 de notre épisode sur les coïncidences, même si en soi, vous n'avez pas besoin d'avoir écouté l'autre pour comprendre le contenu de celui-ci aujourd'hui. C'est quand même très complémentaire à ce que je viens de parler aussi. C'est ça, exactement. Mais ceci dit, je vous recommande quand même là, d'aller écouter l'épisode 44, qui est très bon. En boucle. Exactement. D'abord, sais-tu comment on appelle ça, ce phénomène-là de découverte un peu par hasard? Ben, j'essaie de penser à un mot spécial, mais j'ai vraiment juste découverte au hasard ou par erreur. Là. Non, c'est ça, le mot comme tel, tu l'aurais pas deviné par, mettons, là. la famille... non, mais c'est pas un mot de la famille de découverte ou de hasard ou peu importe. Là. Une découvertude. Non, c'est ça. Ça s'appelle la sérendipité. Donc, c'est l'idée de faire une découverte par hasard le plus souvent en cherchant autre chose et qui s'avère bénéfique. Aussi pour les gens. Puis c'est de ça qu'on va se parler aujourd'hui. Donc, si je te dis qu'il y a un appareil qui se trouve dans la plupart des cuisines et qui a été inventé par hasard, tu penses à quoi? Le robot mélangeur. Non, mais t'es pas très loin. Le batteur sur socle. Non. Damn it. C'est pas mal la même chose quasiment. Non. J'essaie de trouver un autre synonyme, je sais pas. Le micro-ondes. OK. Qui a été créé en 1947 par l'ingénieur américain Percy Spencer. Spencer, il travaillait dans une entreprise qui fabrique des radars. Plus précisément, il travaillait sur le magnétron, un appareil qui émet des ondes ultra courtes pour repérer les avions. Mhm. Puis durant un quart de travail, il avait mis une barre de chocolat dans ses poches pour la manger plus tard. Puis lorsqu'il a voulu prendre sa collation, ben elle était toute fondue. Fait que là, il s'est demandé si ça pouvait avoir un lien avec les ondes qui étaient émises par les radars en activité. OK. Donc, il a fait ce qui paraît le plus logique. Il a répété l'expérience avec des grains de maïs cette fois-ci et c'est comme ça qu'il a obtenu du popcorn. Ah.
C'était confirmé. C'est comme un 2 pour 1 en plus. Oui, c'est ça. Il y avait 2 collations. Fait que c'était confirmé, la chaleur produite par les ondes des radars permettait de cuire les aliments. Fait que Spencer, il a créé un habitacle pour concentrer les ondes, justement, donc le micro-ondes. La différence, c'est que le prototype, nommé Radar Range, atteignait une hauteur de 1,80 m et pesait 340 kg. Ouais, ça prend un peu de place dans ta cuisine. Là. Ben, c'est ça. Rendu là, ton micro-ondes pouvait aussi servir de chambre d'amis, là, si tu voulais. Petite chambre, quand même. Petite chambre. Mais, regarde, moi, je fais pas 1,80 m, fait que j'aurais pu rentrer assez aisément. Si vous avez récemment écouté l'épisode 39 sur les origines de certains plats et recettes, vous vous souvenez certainement de l'histoire de la création de la tarte tatin, hein, qui a été faite par erreur. Ben, c'est la même chose aussi pour les chips que j'ai expliqué dans une capsule sur nos médias sociaux. Oui, c'est vrai. Puis si c'est pas le cas, ben, vous savez ce que vous avez à faire après cet épisode. Toi, tu fais juste donner plein de devoirs à notre monde. Exactement. Là, qui nous écoute, là. Non, mais la tarte tatin puis les chips, c'est pas les seuls éléments du registre alimentaire dont l'invention est le fruit du hasard. Badoum. Ha ha ha. Si je te dis qu'il y a un aliment qui est surtout utilisé au petit déjeuner qui a été créé par pur hasard, as-tu une idée de quoi je parle? Le pain tranché. Non, Ah, mais ça va sur du pain tranché, c'est très apprécié Le des beurre enfants. de peanut. Non. Le Nutella. Oui. Ah. Il s'agit effectivement du Nutella. On est en 1946 dans le Piémont, dans le nord-ouest de l'Italie. Pietro Ferrero, un chef pâtissier, imagine un gâteau recouvert d'une ganache à base de noisettes. Faut se dire qu'on est dans les débuts de l'après-guerre, c'est difficile de trouver du cacao en Italie, donc il a l'idée de le couper avec un élément qu'on retrouve beaucoup dans sa région, des noisettes. Les années passent, Pietro continue de faire cette fameuse ganache, mais 3 ans plus tard, alors qu'on est en pleine canicule, Pietro retrouve sa ganache qui reposait complètement fondue. Les inventions, c'est des affaires qui fondent au final. Là. Tout le début de l'épisode, c'est juste ça. Là. Comme, oh non, ça a fondu. Non, quand même pas, là. Il y a plein d'autres affaires qui s'en viennent, t'inquiète pas. Fait que qu'est-ce qu'il fait? Ben, il la goûte, et là, surprise, la texture est tellement crémeuse, c'est encore meilleur que la recette originale de ganache. Fait qu'avec l'aide de son fils, il va finir par commercialiser la pâte, d'abord sous le nom de Super Créma, et ensuite de Nutella dès 1964. Super créma. Ben, parce que c'était très crémeux, fait que... Ouais, ben, Nutella, il y a nuts dedans, au moins, fait que tu comprends que c'est à base de noix, fait que c'est peut-être un peu plus... on comprend mieux d'où ça vient. Pour les gens qui ont des allergènes, tu sais. Oui. Restons dans la thématique du petit déjeuner avec l'invention des cornflakes. OK. Dans les années 1890, John Harvey Kellogg, c'est un médecin dans un sanitarium. Attends, fait que Kellogg, la compagnie Kellogg, c'est un médecin initialement? Oui, initialement, c'est un médecin. Dans un sanitarium aux pratiques un peu spéciales. Pour manger, les patients ils ont droit à tout ce qu'il y a de plus fade, comme du maïs bouilli, et ce, pour les aider à gérer leur pulsion sexuelle. What? Là, j'étais comme, ah, OK, oui, le maïs, je vois où ça s'en va. Puis là, tu m'as comme fait un plot twist tout d'un coup, là. Ben, c'est ça. L'hôpital, eux, ils se disent qu'on va les aider à se gérer ces chauds lapins-là en leur donnant de la nourriture insipide. De la grosse bouillie, là. Sauf qu'un jour, Kellogg et son frère qui travaillaient là aussi oublient le mélange sur le comptoir. Résultat, ben non seulement le maïs est bouilli, mais il est aussi et surtout rassis. Pas question par contre de gaspiller tout ça, fait que les frères ils décident d'aplatir la pâte, de la griller et de la servir aux patients. Puis là, tout le monde trippe, tellement qu'on la retrouve dans nos épiceries depuis 1906. Et les gens qui en mangent le matin, ils ont plus envie de faire l'amour. Peut-être. Mais, hey, bouilli trop longtemps. Encore quelque chose qui a été cuit trop longtemps, là, trop chaud, trop d'affaires. Là, on continue 3 en 3. Oui, mais je te promets, là, il y a d'autres affaires. Là, je suis dans la thématique alimentaire, mais il y a OK. d'autres inventions qui s'en viennent. Parlons d'un autre oubli qui a permis justement une création alimentaire. Frank Epperson n'avait que 11 ans lorsqu'il a créé le Popsicle en 1905. J'espère que ça n'a pas trop fondu, ça. Ben, écoute, comme tout enfant de son âge, il rêvait de concocter sa propre boisson gazeuse. Fait qu'il a mélangé de l'eau et du soda en poudre avec un petit bâton de bois. Mais il a oublié sa concoction dehors durant la nuit qui était si froide qu'elle a gelé. Pas sûr que la première recette s'avérait la plus délicieuse, mais Epperson a quand même peaufiné au fil du temps, puis il a réussi à obtenir un brevet dans les années 20 et la friandise glacée a fait son entrée dans les parcs d'attractions. Surprenant que ce soit un enfant d'11 ans qui a pensé à ça pour la première fois. Ouais, quand même, hein? Mais, good for him. Dernière découverte alimentaire hasardeuse. OK. Qui n'a pas été laissé trop longtemps à quelque part. Ah! Tu me voles mon punch! Ah, excuse. Écoute, non, mais c'est correct. C'est la sauce Worcestershire. Là, je suis désolée de la prononciation. Worcester, tu sais c'est où, Worcester? Worcester. Ah, c'est ça, c'est Worcester. Oui, je sais que c'est en Worcester, Angleterre. Shire. Shire.
Worcestershire. C'est facile quand tu le sépares. L'histoire veut qu'un certain Lord Sandys, un retraité ayant gouverné en Inde, soit rentré en Angleterre et s'ennuyait tellement du goût d'une sauce indienne qu'il avait goûté là-bas qu'il a demandé à 2 pharmaciens, John Lee et William Perrins, donc de Lee and Perrins, qui est la marque en fait qui a commercialisé la sauce, de la recréer. Les pharmaciens, ils voyaient là justement une opportunité d'affaires intéressante. Ils se disaient, ben si lui, il l'aime tant que ça, clairement qu'il y a d'autres Anglais qui ont été en Inde durant le temps des colonies qui vont aimer ça. Donc, ils voyaient une opportunité de commercialiser la sauce. Mais je sais pas si la mémoire gustative de Lord Sandys faisait défaut, là, mais les pharmaciens se sont vite rendus compte qu'un mélange de mélasse, de vinaigre de malt, d'anchois, d'échalotes, de pulpe de tamarin, d'oignon, d'ail, de cardamome, de cannelle et j'en passe, ben ça pue. Ouais, mais c'est bon, cette sauce-là. Et c'est ça. Ils l'ont mis dans un bocal, ils l'ont entreposé dans une cave et ils l'ont oublié là pendant 2 ans. OK, fait que là, on est 5 en 5, oublie, là. Oui. Jusqu'à ce qu'un jour, une personne fasse le ménage, tombe sur le pot, décide de goûter au mélange fermenté. Méchante bonne idée. Puis trouve ça extraordinaire au point d'en faire un produit commercial. Fait que moi, ce que j'en retiens, là, c'est les dates d'expiration pour ces sauces-là. Fiez-vous pas à ça, ça peut rester 2 ans dans le fond d'une cave. Visiblement, c'est ça. Bon, parlons maintenant d'un objet qui nous permet de retirer un maximum de plaisir. Et là, je ne parle pas d'un vibrateur, quoique lui aussi a été créé pour une toute autre raison que le plaisir féminin. Non, je parle du papier bulle. Ah oui, c'est satisfaisant. Ouais, en 1957, Marc Chavannes et Alfred Fielding ont une idée folle que je tente encore de m'expliquer. Ils veulent créer un papier peint original. OK. Fait que là, pour ça, ils prennent 2 rideaux de douche transparents qui vont coller ensemble en les chauffant, ce qui va créer des petites poches d'air, donc des bulles. Mais si la mode change de génération en génération, il y a une chose qui est sûre, dans les années 50, même ça, on trouvait ça moche. Mais c'était laid, mais je veux dire, t'as des papiers bulles sur tes murs. Ben, les ça, gens vont juste les éclater. Est-ce que les enfants étaient tellement turbulents qu'ils se pitchaient sur les murs puis c'était comme office de protection? C'est sûr, c'est dégueulassement laid, là. Ouais, puis ça doit être de la merde à nettoyer. Ouais. Fait que vu qu'il y en avait quand même créé une certaine quantité puis que ben il avait pas réussi à la vendre, il fallait lui trouver une seconde utilité qui n'a pas non plus été un succès, celle d'isolant pour les constructions résidentielles. Ouais. Ce n'est qu'en 1960, donc 3 ans plus tard, que Chavannes et Fielding ont l'idée d'utiliser leur création pour emballer et protéger des objets fragiles. Fait que ça leur a pris 3 ans. Et l'une des premières entreprises séduites par l'idée, c'est IBM qui va l'utiliser pour protéger ses ordinateurs. Puis là, ben, ça va faire boule de neige. J'aurais aimé ça que ça soit encore un accident. C'est comme ils ont shippé ça avec autre chose. On va être comme, hey, ça a le fait qu'il est moins cassé que d'habitude. Ouais. Mais quand même. Mais quand même, j'en mets 203. Fait que ça démontre qu'il faut être persévérant dans la vie. Back in the days, les gens chauffaient au charbon, hein, tu le sais. Le problème, c'est que ce mode de chauffage-là, ça peut rapidement salir les maisons en causant notamment de la suie sur les murs. Fait que dans les années 20, il y a Kootel Products, une compagnie de savon qui a dans l'idée de créer une pâte à base d'eau, de farine et de sel qui permettrait justement de nettoyer facilement des surfaces comme le papier peint parce qu'elle est tachée par la suie. Sauf qu'au fil des ans, ben, le charbon il a été remplacé par d'autres solutions énergétiques comme le gaz et l'électricité qui sont pas très salissants. Fait que ça augure pas très bien pour l'entreprise, jusqu'à ce que les propriétaires entendent parler d'une école qui laisse ses élèves utiliser cette fameuse pâte pour s'amuser, créer des formes, whatever. Et où-tu la pâte à modeler? C'est la naissance de la pâte à modeler. Wow! Fait que l'entreprise va ajuster sa recette pour la rendre moins toxique, hein, parce que... Bonne idée! C'est liquide. Puis ils vont la commercialiser en tant que jouet pour enfants, ils vont ajouter des couleurs, etc. Pour la prochaine création, j'ai envie de faire différent et te raconter l'histoire au complet avant de te nommer l'objet. C'est comme un murder mystery, il faut que je trouve à la fin, là, c'est qui? On est dans les années 60. Il y a Spencer Silver, un chimiste américain qui travaille pour une entreprise qui cherche à créer une colle qui colle ultra bien. Là. Ah, je pense que je le sais. C'est quoi? Post-it. Exactement. Après de multiples essais, Silver doit s'avouer vaincu. La seule colle qu'il réussit à créer, c'est un adhésif très peu collant. Selon ses propres paroles rapportées par The Guardian, il aurait trouvé une solution qui n'attend plus qu'un problème à résoudre. Fait qu'il a trouvé la solution avant le problème. Il y a quelques années plus tard, il y a un de ses collègues, Arthur Fry, qui chante à la chorale de l'église, mais très vite, il y a quelque chose qui le fatigue. Les marque-pages qui l'aident à trouver rapidement ses feuilles de chant arrêtent pas de tomber par terre. Fait que c'est là qu'il repense justement à l'invention de Silver, la fameuse colle qui colle pas vraiment. Puis mais qui peut recoller. Ça s'avère la solution idéale pour justement marquer ses pages
retrouver ses textes sans les abîmer, et de là est né le fameux post-it. Vraiment cool comme histoire. Je l'avais déjà entendu, fait que, tu sais, mais c'est quand même le fun de dire genre, il voulait quelque chose de super performant, il a fait la pire affaire, mais qu'au final. Il a fait le contraire, puis finalement, il a révolutionné le monde. Là, Ouais. genre, qui utilise pas des post-it, là? Sais-tu comment on effaçait des notes avant l'invention de la gomme à effacer? Avec la porte à modeler depuis ce que j'ai appris tantôt, là. Non, ça, c'était la suite. Non, avec de la mie de pain. OK, ouais. Mais il y a un jour, en 1770, un Ah. ingénieur anglais du nom d'Edward Nern qui se serait trompé et aurait pris un morceau de résine d'EVA. L'EVA, c'est un arbre qu'on appelle aussi l'arbre à caoutchouc. OK, fait que le gars, il s'est trompé entre de la résine puis du pain. Ouais. Il allait pas Je super vais bien. fouiller comment. OK. Je sais pas. Mais sais-tu quoi? Ça fonctionnait pas mal mieux que la mie de pain. Je Puis sais c'était pas. moins tentant de le manger aussi. Fait que. Moins de gaspillage. Moins de gaspillage. On est en 1941 maintenant. Un ingénieur suisse, Georges de Mestral, est en randonnée dans les Alpes avec son chien. Lorsqu'il revient chez lui, il constate qu'il y a plein de cossins collés sur son pantalon de velours. Ce sont des fruits de bardane, des petites graines recouvertes de comme mini pics qui font comme des crochets qui sont difficiles à Comme les retirer. croquias, là. Ouais. Cette expérience-là lui inspire la création du velcro, dont le nom est un néologisme entre velours à cause de son pantalon de velours et crochet à cause des crochets du fruit de bardane. Ah, ben oui, c'est bien logique. Mhm. Qui n'a jamais été fasciné par un slinky qui dévale les marches d'un escalier? Est-ce que c'est une invention par hasard? Oui. Nice. En 1943, Richard James, un ingénieur naval américain, cherche à développer un système de ressort pour stabiliser des parties fragiles du bateau. Oh non, encore quelqu'un qui a voulu faire quelque chose de solide, qui a fait quelque chose de léger puis qui marche pas. Non, mais c'est juste que il a échappé un des ressorts, puis il l'a vu descendre les marches tout seul, puis il a fait « c'est donc ben drôle ». Fait qu'il a décidé d'en faire un jouet. Mais c'est vrai que tu sais, c'est le jouet le plus basic possible, mais qui fonctionne bien. À part moi, j'en avais un en petit plastique, puis genre les trucs se mélangeaient tout le temps, en Ouais. tout cas, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, ça, il n'y a pas de solution à comment remplacer un slinky tout tordu, là, mais bon. Du côté des médicaments maintenant, connais-tu l'histoire derrière la découverte de la pénicilline? Je l'ai déjà entendu, puis je l'ai oublié, fait que vas-y, abreuve-moi de ton savoir. Avant de partir en vacances, le docteur Alexander Fleming travaillait sur des cultures de staphylocoque, donc des bactéries responsables d'une variété d'infections, surtout respiratoires. À son retour, il a remarqué que des moisissures avaient envahi les boîtes de pétri contenant les cultures de bactéries. Donc, les boîtes de pétri, là, c'est les petites Ouais, boîtes... les petits dish, là, les petits. Ouais, les petites boîtes en plastique où on fait de la culture bactérienne. Il analyse ces moisissures puis il découvre qu'il s'agit du Penicillium notatum, un champignon microscopique sur lequel travaille son voisin de laboratoire. Fait que là, il est un peu en colère parce que Il y a de la contamination, là, clairement. il y a de la contamination, fait qu'il se dit comme « Ok, mon collègue, il a juste pas fait attention, tout ça. » Puis il pense qu'il doit tout recommencer ses recherches. Mais juste avant de les nettoyer, en observant les boîtes de pétri de plus près, il se rend compte qu'aucune bactérie ne peut se reproduire près des zones de moisissure. Les champignons, en fait, y émettent une substance antibactérienne. Comme quoi, revenir de vacances permet deux choses, faire une découverte qui changera le monde et prendre une journée à trier 582 courriels. Puis, attention, on est de retour à laisser des affaires qui traînent. Exactement. Ça me fait plaisir, là. Restons dans le domaine médical. Le chimiste Albert Hofmann a créé, malgré lui, le LSD. OK. Et quand je dis malgré lui, c'est pas seulement parce que c'était pas son intention initiale, mais aussi parce qu'il a été le premier à expérimenter les effets de cette substance. Albert, il essayait de développer un médicament pour stimuler la circulation et la respiration, sauf qu'il a bien vite découvert les effets psychédéliques Je respire bien, là. de son invention. Il y a une goutte de l'acide qui serait tombée sur sa main et les pores de ses doigts auraient absorbé une quantité suffisante pour qu'il ait des hallucinations. Fait que lui, il s'est dit, ben, m'a retenté l'expérience 3 jours plus tard par voie orale cette fois-ci, puis c'était confirmé, le LSD était né. Ça me bugué sur mes doigts. J'imagine que si je le mange, ça va être moins pire. C'est ça. Tu connais certainement le géant pharmaceutique Pfizer. Oui. Ben, à la fin du siècle dernier, le laboratoire s'est penché sur la création d'un médicament contre l'angine de la poitrine, donc une maladie au niveau du cœur. Les chercheurs de Pfizer ont découvert alors le citrate de sildenafil. Cette molécule-là est censée détendre les vaisseaux sanguins et par le fait même diminuer les douleurs thoraciques. Sauf que les essais cliniques se sont avérés peu concluants. Les chercheurs ont fait un constat pour le moins étonnant par contre. Les cobayes ont été pris de tout un effet secondaire, une érection plus vigoureuse et
et qui durent plus longtemps. Oui, ben c'est à cause des vaisseaux sanguins. Dans le fond, il allait travailler sur le cœur, mais au final, c'est les autres vaisseaux en bas qui ont travaillé fort. Là. Exactement. Le Viagra était inventé et oui, ça fait 2 épisodes de suite que je parle d'érection. Est-ce qu'on va continuer toute la saison? Faut continuer d'écouter pour le savoir. À vous de voir. J'aurais pu aussi parler de l'invention du Coca-Cola, des allumettes ou des skateparks, mais je réserve ça pour d'éventuelles capsules sur nos réseaux sociaux. Ce qui me fait justement vous dire que vous pouvez nous rejoindre sur toutes nos plateformes sociales, donc Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et tout le reste. Ouais. J'aime le lien. On dirait que t'es une scientifique dans ma partie, tellement t'es créative dans tes transitions. Donc, si vous voulez d'autres contenus, justement, qui joignent l'utile à l'agréable, apprendre d'autres connaissances, des petites capsules de 1 minute comme ça, ben, on vous invite à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Oui, puis sinon, ben, on a toujours un épisode qui va sortir dans 2 semaines, puis l'autre 2 semaines d'après, puis l'autre 2 semaines d'après. En tout cas, on va pas continuer de même pendant 15 épisodes, mais en tout cas, écoutez-nous, puis on se dit à bientôt. Oui, à dans 2 semaines. Bye.